Bonjour, j'ai décidé de vous proposer un nouveau sujet de production écrite et notamment donc un essai argumenté sur Internet pendant les examens. Certains pays, comme le Danemark, ont autorisé leurs étudiants à accéder à Internet pendant les examens. Alors évidemment, cela oblige à réorganiser les types d'examens pour que ce soit non seulement des examens sur la recherche, mais surtout des examens sur la réflexion personnelle. Beaucoup doutent de cette possibilité de le faire en France. Donc voilà le sujet qu'il fallait développer ici et nous allons voir plus précisément quel était l'énoncé. Voici donc l'énoncé du sujet. Et si on autorisait l'utilisation d'Internet au lycée? Au Danemark, l'expérimentation, qui a été menée dans une quinzaine d'établissements, visait à permettre aux candidats d'utiliser Internet pendant les examens. Cependant, la faisabilité de faire passer les examens avec Internet est-elle une bonne idée? Vous rédigez un article dans lequel vous réagissez sur l'utilisation d'Internet en classe pendant les examens. Trouvez un titre original à votre article. Cherchez un sous-titre et n'oubliez pas d'illustrer votre travail d'exemple. Votre texte comportera 250 mots. Nous allons maintenant reprendre tous les éléments de l'énoncé pour savoir comment vous devez le développer. Donc le thème, c'est Internet à l'école pendant les examens. Le type, c'est un article de journal, donc vous devez connaître les caractéristiques de l'article de journal. Et attention, il vous est demandé de mettre un titre. Donc si vous oubliez de mettre un titre sur un énoncé comme celui-là, vous aurez une note qui sera fortement sanctionnée parce que vous devez parfaitement lire l'énoncé avant de commencer à rédiger. Le niveau B2, C1, peut-être plus C1 parce que l'article de journal est plus fréquemment demandé en C1 qu'en B2. Alors, qui êtes-vous? Ça, ce sont des questions, ce que j'ai surligné en jaune, ce sont des questions que vous devez vous poser à chaque fois. À chaque sujet, vous devez réfléchir à la réponse à ces questions. Qui êtes-vous? Donc, vous êtes un journaliste qui écrit un article sur le sujet de l'accès à Internet pendant les examens. À qui écrivez-vous? Évidemment, à tous les lecteurs du journal ou de la revue dans laquelle vous allez publier votre article. Comment écrivez-vous de manière formelle? Je vous rappelle un élément important de la culture française, un journaliste ne tutoiera jamais ses lecteurs. Un publiciste ne tutoiera jamais les personnes à qui est adressée sa publicité. Ce sont des éléments qui sont totalement différents d'un pays à l'autre. Par exemple, j'ai vécu quelques années en Espagne, et c'est vrai que les publicités, notamment des publicités sur les voitures, sur les produits de cosmétiques, etc., s'adressent directement à la personne qui voit la publicité en lui disant « tu dois faire ça, tu peux y arriver, etc. etc. » C'est totalement interdit en France. Un journaliste ne s'adressera jamais de manière informelle à son lecteur ou à la personne qui voit sa publicité. Donc faites très attention à ça. Ça veut dire que tous les éléments de votre texte doivent être formels. Pas de questions sous la forme « est-ce que », pas de pronom « on », pas de « tu » évidemment. Et puis quand on salue les personnes, on n'utilise pas justement le mot « salut », on dit « bonjour », on utilise des formules qui correspondent à la formulation formelle. Pourquoi écrivez-vous? Justement pour donner votre opinion sur l'utilisation d'Internet pendant les examens. Donc vous pouvez très facilement utiliser un programme avantages, inconvénients. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc les avantages, apprendre à sélectionner intelligemment les informations présentes sur le web et ne pas justement apprendre par cœur ce que proposent de nombreux pays dans leurs examens. On ne réfléchit plus, on réfléchit au lieu d'apprendre bêtement quelque chose que l'on oubliera 2 ou 3 mois plus tard. Donc la nécessité également d'apprendre à se servir d'Internet, c'est extrêmement important de nos jours. Pourquoi supprimer des examens des outils que de toute façon
on utilisera plus tard dans notre vie. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des dictionnaires, et quand on a besoin de quelque chose, on sait très bien se servir d'Internet. Le tout, c'est de savoir s'en servir de manière intelligente, ne pas recopier bêtement ce qui est marqué sur Internet, mais au contraire de réfléchir à ce qui est écrit et d'en capturer ou d'en trouver les avantages et les inconvénients. Je vous ai mis en 1986, en France, la calculatrice a été autorisée pour la première fois lors des examens. Avant, moi, quand j'ai passé mes examens, on n'avait pas le droit à la calculatrice. Il fallait tout calculer à la main, faire tous les calculs à la main. Donc, c'est en 1986 que ça a été décidé, et ça a totalement bouleversé, et en 86, il y a des professeurs qui étaient totalement contre. Aujourd'hui, plus personne n'imaginerait un examen sans calculatrice. Donc, il faut se mettre un petit peu au goût du jour. Les inconvénients, il va falloir changer toute la nature des épreuves, parce que des épreuves qui sont basées sur la connaissance et non pas sur la réflexion, évidemment, la connaissance, elle n'a plus lieu d'être, puisque sur Internet, toutes les réponses vont être trouvées. Donc le but, ce n'est pas de trouver les réponses, mais c'est de réfléchir à une réponse adaptée à la question. La subjectivité des correcteurs peut être mise en doute, parce que là, on ne va plus parler d'une réponse exacte, mais d'une réflexion. Et est-ce que la réflexion va correspondre à ce que souhaitait entendre le correcteur? Dans ces cas-là, peut-être qu'il faudra mettre en place un système de double ou voire triple correction pour avoir une idée réelle de la qualité d'une copie. Et puis, donc un examen ne doit-il pas au contraire démontrer des connaissances plutôt que des compétences? C'est ce qui correspond à ce que pensent beaucoup de professeurs, qui eux ne veulent pas remettre en cause ce système d'apprentissage des connaissances et non pas des compétences. Là, c'est un autre problème. Et puis, un inconvénient dont je n'ai pas parlé, c'est le fait que beaucoup de professeurs sont réfractaires à cette évolution parce qu'ils ne veulent pas remettre en cause leur manière d'enseigner. Donc maintenant, je vais vous proposer le sujet que j'ai développé. Alors, examen, connexion Internet autorisée, point d'interrogation. Donc je vous rappelle, le titre, il doit être sous la forme nominale, sans verbe et généralement sans article. Le Danemark a récemment décidé d'autoriser les élèves à utiliser Internet lors des futurs examens. Le débat est lancé en France entre les pro-Internet d'un côté et de l'autre, ceux qui estiment que les examens tels que le bac ne doivent leur existence qu'à la volonté d'évaluer les connaissances des élèves et non pas leur qualité d'analyse. Pourtant, l'idée fait son chemin et en 2020, il est important que les élèves sachent sélectionner intelligemment les informations présentes sur le web. C'est pourquoi il semble dérisoire à notre époque de vouloir supprimer un outil que nous utilisons tous au jour le jour. Nous ne sommes pas des machines. Quel intérêt de vouloir nous obliger à apprendre des formules mathématiques par cœur ou des listes entières de vocabulaire? N'est-il pas plus intéressant d'encourager un étudiant à apprendre à utiliser un dictionnaire ou un outil pédagogique? De nombreux professeurs restent toutefois sceptiques quant à l'efficacité de cette évolution pédagogique, tout comme l'étaient il y a 35 ans ceux qui refusaient l'utilisation de la calculatrice pendant les examens. Toutes les opérations devaient être faites à la main jusqu'en 1986. Remettons en cause ces décisions aujourd'hui. Le monde évolue, et avec lui les méthodologies. Était-il imaginable hier d'utiliser des télévisions, des tableaux numériques dans les classes? Le problème profond reste la formation des enseignants, qui souvent refusent de s'adapter au monde dans lequel ils vivent et travaillent. Mais quel doit être l'élément le plus important? La capacité des étudiants à s'adapter au monde du XXIe siècle? Ou au contraire, le bien-être des professeurs qui refusent de s'adapter et de se remettre en cause? Parce que, évidemment, cela implique de changer la nature des épreuves. Les questions de restitution devront laisser place à des questions de réflexion. Je vous laisse réfléchir à cette question. Quelle doit être la fonction d'un professeur? Donc vous voyez, j'ai fait une ouverture vers un sujet plus vaste. Alors, il y a 315 mots, donc beaucoup plus que ce qui est autorisé.
Mais évidemment, j'ai mis beaucoup d'exemples, j'ai rappelé plusieurs cas possibles. Vous pouvez en supprimer quelques-uns. Ça vous permet, vous, d'avoir plus d'idées et de choisir celles qui vous intéressent. Donc, évidemment, comme dans le sujet, le but n'est pas que vous appreniez des sujets par cœur, mais qu'au contraire, vous appreniez à développer vos propres sujets et vos propres opinions. Donc, je vous l'ai dit, c'est un texte polémique, engagé, dans lequel j'ai insisté sur les avantages d'Internet. Toutefois, vous pouvez bien entendu développer un sujet totalement opposé au mien, en montrant les avantages des examens classiques sans accès à Internet. L'énoncé ne vous imposait pas telle ou telle opinion, c'est vous qui pouviez choisir. Moi, personnellement, j'ai choisi de donner l'avantage à Internet, mais vous pouvez tout à fait faire le contraire. Maintenant, je voudrais revenir 5 minutes sur le manuel justement dont je vous ai parlé au départ. Ce manuel, il vous proposera 40 sujets comme celui-là, où pour les 40, je développerai toutes les idées préalables, les questions préalables dont on a parlé tout à l'heure, je les développerai également. Les sujets que nous allons développer dans ce manuel sont des sujets qui tombent régulièrement au B2 ou au C1. C'est le travail, c'est l'environnement, c'est l'école et l'enseignement, c'est la société, c'est le numérique, c'est les médias, c'est la consommation, ce sont les sciences également, puisque maintenant, pour le C1 notamment, sciences et société ont été mélangés. Donc vous pouvez avoir des sujets sur la science comme par exemple l'intelligence artificielle, aller sur Mars, etc., etc. Ce sont des sujets qui peuvent tomber. Et évidemment, je ferai référence dans les sujets, puisque c'est un sujet très actuel, aux conséquences que peut avoir la crise sanitaire de la Covid-19 sur la société. Donc, 40 sujets, mais également, en début de manuel, un rappel des méthodologies principales des différents courriers sur lesquels vous pouvez tomber. La lettre formelle, alors la lettre formelle, il y en a plusieurs, hein. Il y a la lettre formelle au maire, mais également au directeur de l'école, au directeur d'une entreprise, il y a la lettre dans le forum, il y a le courrier des lecteurs, il y a, plus pour le niveau C1, l'article dans le journal. Donc, je vous rappellerai toutes les caractéristiques et la méthodologie pour chacun de ces types d'exercices, et puis donc à suivre les 40 sujets développés. Donc j'espère que ce manuel vous plaira. Alors, la disponibilité du manuel, je vous l'ai dit, à partir de, on va dire, fin janvier, parce qu'il me reste encore pas mal de travail à faire, et il sera disponible sous 3 formats. Tout d'abord, comme le premier, celui que j'ai déjà publié depuis quelques mois, au format PDF, par mail, directement avec moi. Donc vous payez par virement bancaire si vous habitez en Europe, par PayPal si vous habitez hors de l'Europe. Vous voyez que le prix est un petit peu différent parce que PayPal a augmenté ses frais. Donc ils me prennent une partie du prix du livre. Donc 15 € par virement bancaire en PDF, 17 € par PayPal. Vous pourrez également le trouver broché, c'est-à-dire sous cette forme-là de livre, donc qui vous sera envoyé directement par Amazon au prix de 20 €. Et vous le trouverez également sous format Kindle, c'est-à-dire format numérique typique de Amazon, au prix de 12 €. Donc voilà les 3 formats sous lesquels vous le trouverez. J'espère qu'il vous sera utile. Bonne soirée à toutes et à tous, et à bientôt. Au revoir.